Bonjour chers élèves et bienvenue dans le corrigé du concours de l'École nationale de chimie de Kénétra, concours d'accès en première année de cycle préparatoire pour l'année 2019. Bon, certains élèves demandent les anciens concours. Il faut savoir que cette école a uniquement 2 années d'ancienneté. Donc il n'y a que 2 concours qui sont disponibles, celui de 2019 et celui de 2020. Bon, le concours 2020, c'est déjà corrigé sur la chaîne. Je vous propose dans cette vidéo le corrigé de 2019. Bien, donc l'exercice numéro 1, c'est un exercice sur le mouvement de chute parabolique. On vous dit un golfeur lance une balle de diamètre. Donc là, il faut faire attention, c'est une balle qui possède un diamètre de 4 cm. L'angle, c'est 45 degrés. On vous donne la vitesse initiale, 30 mètres par seconde. Et on vous donne la distance où se trouve un arbre à partir de l'origine qui est 15 mètres. La hauteur de l'arbre, c'est 9,98 mètres. On suppose que les frottements dus à l'air sont négligeables et on prendra l'accélération g égale à 10. Le centre d'inertie de la balle passe au-dessus de l'arbre à quelle hauteur? Vous avez la balle, il va passer ici. Et à quelle hauteur il passe le centre de gravité au-dessus de l'arbre? Dans ce type de mouvement parabolique, donc voilà ce que je vous conseille de faire. Tout de suite, établir les équations horaires et les équations de mouvement. Parce que, en général, vous avez plusieurs questions et toutes les réponses se trouvent dans l'équation horaire. Donc voilà le schéma du mouvement parabolique, la vitesse V0 alpha. Voilà l'arbre, je l'ai schématisé ici. Donc, on va appliquer rapidement dans le brouillon les forces appliquées. Bien sûr, il n'y a que le poids. Vous projetez cette application ou bien cette relation sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Bien sûr, G n'a pas de projection sur l'axe des X, donc V égale est constante. Et la constante, c'est à T égale à 0, V égale à V0 cosinus alpha. Donc l'accélération, c'est une constante, c'est nul. Donc la vitesse X est une constante. Et cette constante, c'est sa valeur à T égale à 0, qui est V0 cosinus alpha. Donc on intègre, on trouve T, X de T, c'est V0 cosinus alpha fois T plus X0. Et puisqu'on a pris l'origine ici, donc c'est V0 cosinus alpha fois T. Même chose sur OZ, bien sûr, XZ seconde, c'est moins G. C'est moins G parce que l'axe Z est dirigé vers le haut. Il faut faire attention. Donc V de Z, on intègre, c'est moins G fois T plus une constante. Cette constante, c'est la valeur de la vitesse à T égale à 0, c'est V0 sinus alpha. On intègre une deuxième fois. Moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha fois T plus Y Z0, là aussi Z0 égale à 0. Et on peut éliminer le temps pour déterminer l'équation de la trajectoire. Bien. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de déterminer cette hauteur H. On connaît la hauteur de l'arbre et il suffit de déterminer ce qu'on appelle la portée verticale. Donc, pour déterminer la portée verticale, je connais la distance D, la portée horizontale. Donc, je veux déterminer d'abord le temps où la balle va arriver à la position horizontale, c'est-à-dire au niveau de l'arbre. Donc, la distance O jusqu'à l'arbre, c'est 15 mètres, c'est D. Donc, D est égal à V0 qui est 30 fois racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 15 racine de 2 fois T. Donc, le temps où l'arbre va arriver à ce point, c'est D sur 15 racine de 2. Et comme D c'est égal à 15, donc ça va être 1 sur racine de 2. Très bien. Donc, vous connaissez le temps où la balle va arriver en cette position. Il suffit de remplacer cette fois-ci dans l'équation Z de T, T par 1 sur racine de 2. Et on va déterminer Z, c'est-à-dire la hauteur, la portée verticale. Donc, moins 5, moins D sur 2, c'est moins 5. T carré, c'est 1 demi, d'accord? Donc, ça sera moins 5 sur 2 plus 15. Donc, 15 moins 2,5, ça vous donne 12,5. Donc, ça, c'est la portée verticale. Mais ce qu'on vous demande, c'est juste la hauteur entre l'arbre et le centre de gravité. Donc, il suffit de dire tout simplement, cette hauteur H, c'est la portée verticale, moins la hauteur de l'arbre, et ça vous donne 2,52 mètres. Et si on regarde les propositions données, 2,52 mètres, 2,52, la plus proche, c'est 2,77. Donc, c'est la réponse C. Voilà pour la première question. Vous avez une deuxième méthode, bien sûr, c'est d'utiliser l'équation de la trajectoire.
Si vous éliminez le temps, vous avez z égale à moins g sur 2v0 au carré cos carré alpha, x carré plus tangente alpha fois x. Ici, tangente alpha est égal à 1. V0, c'est 30 au carré. Cos carré alpha, c'est 1 demi, fois 2. Donc, en simplifiant par 2, il va vous rester 15 au carré sur 30 au carré, 15 sur 30, c'est 1 demi au carré, c'est 1 quart. 10 sur 4, ça vous donne 2,5. Donc, moins 2,5 plus 15, c'est 12,5. Donc, c'est la même chose qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, voilà, la hauteur de l'arbre, c'est petite h. La portée verticale, c'est 12,5. Donc, grand H égale à 12,5 moins petit h. Bien. Question suivante. On vous dit le golfeur souhaite ajuster son drive de façon à faire passer la balle juste au sommet de l'arbre. C'est-à-dire la balle va passer juste au sommet de l'arbre. Quelle est la vitesse avec laquelle il doit lancer cette balle? Donc là, il suffit juste de ne pas oublier que la balle possède un rayon. On vous donne le rayon de la balle. Le diamètre, c'est 4 cm. Ou le rayon, je ne sais plus si on va voir. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc là, on vous donne la portée horizontale, c'est toujours 15. La portée verticale, c'est la hauteur de l'arbre plus petit r. Voilà. Donc là, on va déterminer d'abord la portée verticale, c'est grand H plus le rayon. Donc le centre de gravité doit se retrouver à cette position-là, à la hauteur 9,98 qui est la hauteur de l'arbre, plus le rayon de la balle qui est de centimètres. Et ça me donne directement 10 mètres. Donc je connais la portée verticale, je connais la portée horizontale, je peux déterminer alpha. Vous avez plusieurs façons. Donc la plus simple, c'est de dire tout de suite là aussi à quel instant le centre va arriver ici. Je connais ici x c'est 15, donc 15 c'est V0 cosinus alpha fois t. Bon, c'est pas la peine de faire le calcul, je vais vous dire pourquoi. Ensuite, z c'est moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha fois t. Comme alpha égale à 45, cosinus alpha égale sinus alpha. Donc V0 sinus alpha fois t c'est x, qui est tout simplement 15. D'accord? Donc je remplace ici 10. Donc c'est la portée verticale. Moins 10 sur 2 c'est moins 5 t carré. Et tout ça, c'est égal à ça qui est la portée horizontale, qui est 15. Et ça vous donne 10 moins 15, c'est moins 5. Moins 5 égale à moins 5 t carré, donc t est égal à 1. Ensuite, il suffit de remplacer t égale à 1 ici, et ça vous donne v'0. Donc v'0 égale à 15, racine de 2. Donc on va multiplier de deux côtés par racine de 2. Et racine de 2 fois racine de 2, c'est 2 sur 2. Simplifie. Donc v0 égale à 15, racine de 2. Et la bonne réponse, c'est la réponse D. D'accord? Donc là aussi, on peut avoir plusieurs méthodes. Bon, cette question, c'est la même qui a été posée dans l'ENSA 2020. Hein. Il a été posé aussi dans d'anciens concours. C'est très classique cette question-là. Pour le mouvement circulaire uniforme. Bon, voilà ce qu'il faut savoir dans un mouvement circulaire uniforme. C'est le module de la vitesse qui est constant. D'accord? Donc, le vecteur vitesse est constant, non. Pourquoi le vecteur vitesse n'est pas constant? Parce qu'il change de direction. La vitesse en surpoids, voilà sa direction. En surpoids, il est tangente à la trajectoire. Donc, c'est le module qui est constant et non pas le vecteur. Le vecteur accélération est nul? Non. Là, dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération, elle est normale et ça vaut v carré sur r. Donc, son module est constant. Donc, la valeur de l'accélération est constante. Donc, c'est la bonne réponse. C'est la réponse B. Et bien sûr, l'accélération n'est pas nulle. Bon, là aussi, c'est une question très classique. Les ondes lumineuses et les ondes sonores se propagent dans le vide. C'est faux. Les ondes sonores pour les ondes sonores, il faut un milieu matériel. La fréquence d'une onde dépend du milieu. C'est faux. La fréquence ne dépend pas du milieu. Seules les interférences mettent en évidence la nature ondulatoire. Non, il y a bien sûr la diffraction en particulier. Et enfin, donc, c'est la bonne réponse. La longueur d'onde des ondes lumineuses dépend du milieu, en particulier de l'indice de réfraction du milieu. Donc, la longueur d'onde, elle dépend de la nature du milieu. Donc, c'est la réponse D. On continue. Donc là, c'est un exercice mécanique, mais pour cette année, je pense qu'il est hors du cadre. Mais je vais le faire quand même pour les années suivantes. Donc, on vous donne ici un ressort avec lié, mais on peut le faire avec le programme du bac 1. Donc, ça ne nécessite aucune information supplémentaire qu'on doit faire en bac 2. Tout ça, ça a été fait en bac 1. D'accord? Donc, vous avez un ressort qui a une masse qui est liée à un ressort à l'équilibre. Quelles sont les forces appliquées au ressort? Donc, il faut définir un repère d'étude qui est au X ou Y. Donc, les forces sont le poids qui est perpendiculaire au plan horizontal. Vous avez la réaction et vous avez la tension exercée par le ressort.
D'accord? Donc le poids, bien sûr, c'est mg comme vecteur. La tension, c'est moins k fois delta x. Donc là, on est à l'équilibre. Hein, on est à l'équilibre. Donc l'allongement du ressort à l'équilibre, c'est L équilibre moins L0. D'accord? Donc T, il est suivant moins I, bien sûr. Et R, il est perpendiculaire au plan incliné. Il est suivant l'axe des Y. Maintenant, pour déterminer cette relation, il suffit de projeter la deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à 0, parce qu'ici on est à l'équilibre, la somme des forces est nulle. Le projeter sur l'axe des X. Donc voilà le poids. Sa projection sur l'axe des X, c'est P sinus alpha, côté opposé. Sur l'axe des Y, c'est moins P cosinus. Donc c'est P sinus alpha. La projection de R sur l'axe des X, c'est 0, parce qu'il est perpendiculaire. Et la projection de T, c'est moins K, L moins L0. Donc voilà le poids, projection sur l'axe des X, sur l'axe des Y. Je fais la somme des forces égale à 0. Donc vous voyez bien que mg sinus alpha moins K, facteur de LE moins L0 égale à 0. Donc sinus alpha est égal à K, LE moins L0 sur mg. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. Bon, ça, c'est un exercice très classique là aussi de la diffraction. Tout de suite, vous écrivez les deux relations de la diffraction, θ égale à lambda sur A, mais faire très attention aux notations. Donc la distance ici, c'est grand D, et la largeur de la tâche centrale, c'est petit d, et non pas L. Donc θ est égal à lambda sur A, qui est égal à petit d sur 2 grand D. Donc lambda est égal à petit d fois A sur 2D. Donc la petite a est faux. Quand la largeur de la fente A augmente, la largeur de la tâche centrale diminue. On va vérifier. Donc ça veut dire la petit a et petit d sont inversement proportionnels. Petit a et petit d, voilà, ils sont inversement proportionnels. Vous voyez bien que si d augmente, si a augmente, d diminue. Donc petit b, c'est une bonne réponse. La longueur d'onde du laser vaut 600 nanomètres lorsque la mesure de la tâche centrale est 6 cm. Là aussi, on va voir que c'est une bonne réponse. Vous voyez que D est inversement proportionnel à A. Donc la réponse B, elle est correcte. Mais on va voir que la réponse C aussi, elle est correcte. Vous avez ici deux bonnes réponses. C'est pourquoi la question, elle est mal posée. Cochez les bonnes réponses au lieu de la bonne réponse. Et bien sûr, la dernière, elle est fausse. L'écart angulaire est une fonction croissante de la largeur de la fente. Vous voyez bien que θ, c'est inversement, c'est une fonction décroissante en fonction de la largeur de la fente. Bon, pour vous montrer que la réponse C est correcte, on va calculer juste pour lambda. On va prendre lambda égale à 600 nanomètres et on va calculer petit d. Donc vous avez lambda sur d est égal à A sur grand D. Je calcule lambda sur D, à 600 nanomètres divisé par D, 6. C'est 10 moins 5. Et A sur 2D, c'est 10 moins 5. Donc effectivement, si lambda égale à 600 nanomètres, petit d égale à 6 cm. Donc c'est bien la valeur qui est donnée. Donc vous avez ici deux bonnes réponses, B et C. Voilà, c'est un peu une question qui ne fait pas partie du programme de physique. Hein. Vous n'avez pas fait la diffraction, vous avez fait juste... Ah si, pardon, vous avez fait la diffraction. Donc là, on vous dit pour étudier le franchissement d'un obstacle par des ultrasons. Bon, là, j'ai représenté une onde ultrasonneur. Après, lorsqu'elle passe à travers une ouverture, vous allez avoir un phénomène de diffraction. Et on vous dit on place une source ultrason devant la fente, une source quelque part ici. Puis on mesure à l'aide de deux micros reliés à un oscilloscope l'onde sonore reçue par le micro, chaque micro. Sachant que l'oscilloscope a mesuré la période t égale à 40, donc au départ c'était milli, 40, ça c'est microsecondes, hein, c'est microsecondes, pardon, et non pas. Donc ici il y a une erreur, on va voir pourquoi. En fait, la distance entre les deux micros est. Bon, vous voyez bien que pour que les deux micros, hein, le signal, on vous dit, sachant que l'oscilloscope a mesuré la période t égale à 40, en fait c'est si on écrit en maths, micro c'est petit m, donc il a oublié de transformer ce petit m en micro, mais on va voir pourquoi. Donc l'essentiel d'un signal sinusoïdal enregistré par les deux micros. L'ordre de grandeur de la dimension de la fente qui entraîne une réception égale, donc pour avoir une réception égale, il faut placer le premier micromètre par exemple ici et le deuxième micromètre ici. Ça veut dire que vous allez avoir des ondes constructives à la position des deux micros. Autrement dit, la distance entre les deux micros doit être égale à lambda. D'accord?
Donc, si la distance entre les deux micros est égale à lambda, on va déterminer la fréquence d'abord. La fréquence, c'est 1 sur 40. Si je mets ici millisecondes, je vais trouver 25 Hz. Donc, c'est pas des ultrasons. Les ultrasons, c'est la fréquence supérieure à 20 Hz. Donc là, ça doit être microsecondes pour donner une fréquence de 25 kHz. Donc ça, c'est la fréquence. Maintenant, là, on sait que pour avoir un phénomène de diffraction, il faut que lambda soit de l'ordre de A. Et on va déterminer A. Donc, condition de diffraction, lambda est de l'ordre de A. Ça veut dire A est de l'ordre de lambda est égal à V sur F. La vitesse, c'est 340. La fréquence est 25, 10 puissance 3, ça veut dire 10 puissance moins 3 ici. Et ça vous donne à peu près 13 mm. D'accord? Donc là, c'est 34 sur 25. Bon, c'est 1, quelque chose 10. Donc, bon, oui. D'accord. Donc, la valeur la plus proche, c'est 13. Bon, je ne sais pas les valeurs qui sont proposées. On va voir. 13 non, c'est avant. Non. Donc, 13, la valeur la plus proche, c'est 14. D'accord? 13, la valeur la plus proche, c'est 14. Donc, on va prendre la réponse C. Bien. Ensuite, la constante de Planck, là aussi, ça rentre pas dans le cadre de cette année. Ça fait partie de la dernière partie du cours de physique. Mais je peux vous donner aussi là aussi la solution. Donc, la constante de Planck et la vitesse est égale 6 10 puissance moins 34 joules seconde moins 1. La vitesse de la lumière dans le vide, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Un électronvolt, c'est 1,6 10 moins 19 joules. Dans le spectre d'atomes d'hydrogène, on observe une raie pour la longueur d'onde lambda égale à 648 nanomètres. Cochez la bonne réponse. La fréquence correspondante. On connaît la longueur d'onde, je peux déterminer la fréquence. C'est sur lambda. C'est 3 10 puissance 8 sur 648 10 moins 9. Bon là, je simplifie par 3 d'abord. 3, 648 divisé par 3, ça me donne 1 sur 216 10 moins 9 fois 10 puissance 8. Vous voyez, tout ça, ça doit être fait sans calculatrice. Hein. C'est 1 sur 216 10 puissance 8 fois 10 puissance 9. Hein, j'ai oublié ici, il faut multiplier par 10 puissance 9. Maintenant, je vais faire l'approximation 1 sur 216, c'est à peu près égal à 1 sur 200. D'accord? Et 1 demi, c'est 0,5. 1 sur 100, je vais simplifier 10 puissance 8 par 10 puissance 2, il va me rester 10 puissance 6. D'accord? Donc l'approximation que j'utilise ici, puisque je n'ai pas de calculatrice, c'est de remplacer 216 par 200. Donc 2 zéros vont se simplifier avec 10 puissance 8, il va vous rester 10 puissance 6. Et 1 demi, c'est 0,5. Et 10 puissance 9, c'est giga. Donc ça me donne 0,5, 10 puissance 6 giga. Ça veut dire 510 puissance 3 giga. Et donc, A est une bonne réponse. L'énergie correspondante à cette raie, pour calculer l'énergie, il suffit de calculer H nu, H fois cette fréquence. Donc voilà, 10 moins 34 fois 10 puissance 8. Et le résultat, c'est en joules qu'il faut transformer en électronvolts. Et vous allez voir, ça correspond pas à cette valeur. Dans cette radiation, bien l'infrarouge, bien sûr, c'est pas l'infrarouge, c'est son nanomètre. C'est à peu près du rouge. En tout cas, c'est de le visible. Ça appartient déjà au visible. Et cette radiation est une radiation ionisante. Son énergie est inférieure à 16,6 et non pas supérieure à 16,6. Donc, cette partie, normalement, vous allez l'observer. On le fait dans la dernière partie du programme du bac. Mais il n'y a que quelques formules à retenir. L'énergie, c'est H nu. La fréquence, c'est C sur lambda pour répondre à cette question. Bien. On passe au nucléaire. Donc là, le nucléaire, c'est le même exercice pratiquement qui a été donné aussi à l'ENSA de cette année. On vous dit toujours l'iode, on vous donne la masse molaire, la période, 14 heures, sa masse initiale. On vous donne quelques valeurs intermédiaires, d'accord? Et on vous donne le nombre d'Avogadro. Quel est le nombre initial d'iode contenu dans la source? Bon, là, on connaît la masse. Donc, pour déterminer le nombre d'atomes dans une masse, il suffit d'appliquer la formule classique. Le nombre d'atomes divisé par le nombre d'Avogadro, qui est le nombre de moles, est égal à la masse divisé par la masse molaire. Là aussi, on va essayer de faire le calcul sans application numérique. 6 10 puissance 23 fois 2,46 divisé par 123. Première chose ici, c'est qu'est-ce que j'ai fait 6 10 puissance 23. Là, j'ai juste recopié. Là, j'ai faire l'approximation. Voilà, j'ai fait l'approximation. 2,46, c'est 2,5. C'est 5 demi. D'accord? 5 fois 3, c'est 30. 2 fois 126, 246.
Et en simplifiant par, oh, non, ça fait juste 3 10 puissance 20, 30, 10 puissance 23, ça me donne 3 10 puissance 24. Ensuite, 3 10 puissance, je simplifie par 3, ça me donne un sur 82. D'accord? 82, donc c'est à peu près un huitième, et ça me donne à peu près un huitième, c'est-à-dire 0,12, et 0,12 c'est 1,2, 10 puissance 22. Donc je disais 1 sur 82, c'est 0,02, 0,0, hein, 0,012, hein, d'accord, ce qui me donne 1,2 10 puissance 22. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. Bien. Ensuite, on vous dit dans cette question, on suppose que l'activité initiale au moment de la fabrication de la source, c'est 6 10 puissance 15 becquerel. On va dans l'activité initiale, on va dans l'activité finale de 10 puissance 15. Là aussi, même question que l'ENSA 2020, T1, hein, cette année. Le temps écoulé depuis la fabrication est de. Voilà, il suffit d'appliquer A sur A0 égale exponentiellement lambda T. Vous voyez que 6 10 puissance 15 divisé par 2, ça vous donne un tiers. Bon, c'est pas, on peut pas l'écrire sous la forme de puissance n, donc on passe au calcul. Un tiers exponentielle moins lambda t. Donc t égale à log de 3 sur lambda. Je remplace lambda par log de 2 fois t1 demi. Et je passe aux applications. Log de 3 c'est 1,1. 1 demi, log de 2 c'est 0,7. Ça me donne 11 sur 7 fois 14. 14 divisé par 7 c'est 2. 2 fois 11 c'est 22 heures. Donc la bonne réponse c'est la réponse C. Là, très, très simple. Bon, question suivante, là, c'est l'explosion d'une bombe d'hydrogène de masse 20 mégatonnes, c'est-à-dire 10 puissance 6 tonnes, libère la même énergie que celle de 20 mégatonnes de TNT, sachant qu'une tonne de TNT libère 4,18 10 puissance 9 joules. Quelle est la perte de masse correspondante? Voilà, il suffit d'appliquer la relation delta E est égal à delta M fois C carré. Bon, c'est une petite question d'analyse, hein. Ça demande pas trop d'informations. Vous savez qu'une tonne libère une énergie petite e qui est égale à 4,18 10 puissance 9. Donc 20 mégatonnes va libérer 20 10 puissance 6 fois E. Donc grand E, c'est E fois 20 10 puissance 6. Donc je connais l'énergie libérée qui est 20 10 puissance 6 fois 4,18 10 puissance 9 joules. Vous voyez bien ici que on travaille avec les unités internationales, l'énergie en joules. Donc la masse doit être en kilogrammes. C'est ça ce qu'il faut absolument comprendre. Donc E c'est delta M fois C carré, donc la même chose, C va être en mètres par seconde. Donc je calcule delta M, c'est E divisé par C carré, C c'est 3 10 puissance 8, au carré c'est 9 10 puissance 16. Donc là j'enlève tous les zéros, ça me donne 2 fois 4,18 divisé par 9, 10 puissance 8, 6 plus 1, 7 plus 9, c'est 16, divisé par 16, ça s'en va. Donc vous voyez, c'est 8 divisé par 9, c'est à peu près 2 fois 4, disons, c'est à peu près 1 kg. Hein. C'est très proche de 1 kg. De 1, hein, mais l'unité de la masse, je répète, ici on travaille en unité internationale. Donc la valeur que vous allez trouver ici, c'est en kg. Donc 8 divisé par 9, c'est à peu près 0,1 kg. Non, 0,9. 8 divisé par 9, c'est 82. Divisé par 9, c'est 0,9. C'est 0,9 95 plus exactement, 0,928 plus exactement, mais kilogrammes. Donc en grammes, c'est 928 et la bonne réponse, c'est 950, la valeur la plus proche. À 930, c'est 950. 950, oui. Très les bits, 10, 20, 30, 28, 30, 950. Donc valeur la plus proche, c'est 950, réponse B. Donc je continue. On passe à l'électricité. Bon, ça c'est un circuit RL idéal. Il n'a pas de résistance interne. On vous donne la capacité 1 microfarad. Et voilà, on vous donne comment évolue Q en fonction du temps. Donc c'est un régime oscillatoire amorti. Et on vous dit de déterminer la période. Donc, dans ce type de question, il ne faut pas essayer de chercher ici hein, parce que vous n'avez pas une indication correcte. Donc soit ici, parce que je connais une, 2, 2,5 périodes, soit là, c'est plus simple, je sais qu'une période, 2, 3, 4, 5 périodes correspond à 20. Donc là, il suffit d'écrire que 5t correspond à 20 millisecondes. Donc t, c'est 4 millisecondes. Donc c'est la réponse B. Bon, on connaît que C égale à 1 microfarad.
Et tout de suite, là aussi, on vous dit quelle est l'équation différentielle. Là, vous le connaissez par cœur, c'est d carré de q sur dt carré plus q sur lc égale à 0. Donc, c'est la réponse D aussi. Et vous savez que la pseudo-période est à peu près égale à la période dans ce cas, et c'est de pi racine carrée de LC. Donc t carré, c'est 4 pi carré fois LC, parce que la question suivante, on va nous demander de déterminer L. Donc L tout de suite, c'est t carré sur 4 pi carré fois C. Bon, t c'est 4, 10 moins 3 au carré, c'est 16, 10 moins 6. P carré, c'est 10, donc ça 40, 10 moins 6. Donc 16 sur 40, c'est 4 dixièmes, donc c'est 0,4 Henri, réponse C. Ensuite, à t égale à t0, la solution de l'équation différentielle est de l'ordre de. Donc, vous savez tout simplement que, d'une façon générale, c'est cosinus 2pi sur t fois t plus phi. Et comme t est égal à 2pi racine carrée de L sur C, donc 2pi sur t, bon, on va le voir ici, 2pi sur t, voilà, 2pi sur t, c'est 1 sur racine carrée de LC. Donc 1 sur racine carrée de LC, donc tout ça 2pi sur t, c'est 1 sur racine de LC, donc c'est la réponse D. Voilà. On passe à la chimie. On se propose d'étudier la formation de diodes au cours de la réaction lente et totale. On introduit 50 ml d'acide sulfurique de concentration C, 90 ml de d'iodure de potassium de concentration C1 et 10 ml de l'eau oxygénée. Quelles sont les quantités de matière? Bon, là, c'est très simple. KI se dissocie pour donner K plus I-. Donc, si vous avez une concentration C du iodure de potassium, la concentration du I-, c'est C. Là, il faut faire très attention. H2SO4, c'est un diacide. Si vous avez la concentration C de la H2SO4, la concentration de H3O+, ça va être 2C. Et donc, le nombre de moles de I-, donc le nombre de moles de I-, c'est C. Donc vous avez l'odure de potassium, c'est 9, 90, 10 moins 2 multiplié par concentration 0,1, ça vous donne 9, 10 moins 3. Pour H2SO4, c'est 2 fois C, d'accord? Et C, c'est bien sûr 2 fois C. Donc, on introduit le nombre de moles, c'est C fois V d'abord. On va déterminer le nombre de moles. Donc, ça sera 2C fois V, d'accord? Donc, ça sera 2 fois 5, 10 moins 3, 10 moins 2, d'accord? Donc, 1 millimole fois 50, 10 moins 2, c'est-à-dire 5, 10 moins 3. Donc, c'est 2 fois 5, 10 moins 3. Et enfin, pour KOH, H2O2, l'eau oxygénée. Voilà la concentration, c'est 0,1, 10 moins 2, ça veut dire 10 moins 3 moles, le nombre de moles. Bon, si on prend avec ces applications numériques de l'énoncé, on va trouver aucune bonne réponse. Donc là, ici, il y a une petite erreur dans les données. On va voir pourquoi. Vous avez ici 10 moins 3 pour H2SO4, c'est très bien ici. 9, 10 moins 3, c'est ici le nombre de moles de I-. Donc voilà ici, on devrait avoir 2 10 moins 5 et non pas 5 10 moins 2. Nombre de moles de H3+. 2 fois 5, c'est 10 fois 10 moins 3. Donc ça vous donne, donc c'est, euh, donc je disais, donc là je continue. Donc là, comme je disais, H2SO4 c'est un diacide, hein, donc il faut faire très attention. C'est un diacide, donc si je démarre avec une concentration C, si je travaille avec l'énoncé qui est 1 mol par litre, normalement la concentration de H3+, ça sera 2. D'accord? Et donc le nombre de moles d'H3+, ça sera 2 fois 5 et non pas 5 fois 10 puissance moins 2. Donc pour trouver ici 5 10 moins 2, il faut démarrer avec une concentration d'H3+, de 0,5 mol par litre. Comme ça, si je démarre ici avec 0,5, la concentration de H3+, ça va être 1 mol par litre. Et dans ce cas-là, la réponse elle est correcte. Donc là, l'énoncé est mal faite parce que c'est un diacide. Donc pour avoir la bonne réponse B, sinon on n'aura aucune bonne réponse, mais la plus proche c'est B, à condition de prendre ici la concentration de l'acide sulfurique, c'est 0,5. Et par conséquent, la concentration de H3+, c'est 1. Parce que C, ça vous donne 2C, 1 mol par litre. Et dans ce cas, on arrive à la réponse B. Bon, l'avancement final, bon là, on connaît bien sûr concentration de H3+. Bien, je continue l'avancement final, donc cocher la bonne réponse. Bon, il suffit de faire un petit tableau d'avancement rapide, écrire directement l'état final. Donc, vous avez le nombre de moles à l'état final de chaque élément. Ici, c'est le nombre de moles initial moins x final, le nombre de moles initial moins 2x final,
nombre de moles initial moins x final. Vous voyez bien que ici, ça vous donne 50, 10 moins 3, là 9, 10 moins 3, là 10 moins 3. Donc le plus petit, c'est celui-là. Donc x final, ça sera 10 moins 3. Et par conséquent, la réponse, c'est C. Et des mêmes choses, la réponse à la question 18, le réactif limitant, ça sera H2O2. Donc c'est la réponse A. Ensuite, soit un volume V d'une solution aqueuse d'acide, on vous donne, c'est un acide faible, on vous donne son pH, sa concentration, et qu'est-ce qu'on vous dit? Cochez la bonne réponse, c'est-à-dire quelle est, en considérant que la transformation n'est pas totale, bien sûr, on sait que l'acide faible avec l'eau, c'est pas total, et on vous dit quel est les réactifs, le nombre de moles des réactifs restants, en particulier CH3COH. Bon, là aussi, il suffit d'écrire l'état final tout de suite. On va déterminer d'abord à partir du pH la concentration X finale, donc concentration d'H3 plus X finale sur V, donc X finale, c'est 10 à la puissance moins 3,4, c'est-à-dire 4, 10 moins 4 fois 0,1, ça me donne 4, 10 moins 5, ça c'est X finale. Donc le nombre de moles restant de AH, c'est N0 moins X finale. Ça vous donne 100, 10 moins 3, ça veut dire 110 moins 5, moins 4, 10 moins 5, ça fait 96, 10 moins 5, 9,6, 10 moins 4. La bonne réponse, c'est la réponse A. On dissout cette fois-ci une base forte dans l'eau et on vous demande quel est le pH. On vous donne la masse dissoute. Bon, vous savez, vous pouvez faire là aussi la manière. Donc, vous avez KOH, ça donne K plus H-. Donc, si j'ai une concentration C de KOH, je vais déterminer la concentration de H-. Si je connais la concentration de H-, je peux déterminer la concentration de H3+, et donc le pH. Mais on peut utiliser une méthode plus simple, plus rapide. KOH est une base forte, on va utiliser le pH d'une base forte, c'est pKe plus log de C. On va déterminer C, le nombre de moles divisé par le volume. Le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Là aussi, pas de calculatrice, 0,112 fois 56 divisé par 1,02. 112 divisé par 56, c'est 2, 10 moins 3. Et ça vous donne 2. C'est divisé par 2, 10 moins 1. Ça vous donne 10 moins 2 moles par litre. Donc le pH, c'est 14 moins 2, c'est 12. Et la bonne réponse, c'est C. On mélange cette fois-ci 10 millilitres en acide avec une base, donc 10 millilitres de la solution KOH avec 10 millilitres de l'acide HBr, donc c'est base forte plus acide fort, d'accord. Et on vous dit la concentration finale du H3+. Là aussi, vous avez deux méthodes. Soit vous déterminez le nombre de moles, quantité de matière dans la solution S1 de H3+, quantité de matière de la solution S2 de H3+, et donc la concentration finale, c'est la somme des quantités de matière divisée par le volume total. Soit vous écrivez la réaction du dosage, 10-4 plus 2, 10-5, 10-4. Vous voyez bien qu'au H-, c'est le réactif limitant. Donc, il vous reste 2,5 moins 1. Ça veut dire le nombre de restants de H3+, c'est X final. C'est N0 moins X final. Vous voyez bien que X final ici, c'est 10 moins 4. Donc, ça vous donne 2,5 10 moins 4 divisé par le volume total qui est 20. Ça vous donne 3 quarts et 3 quarts, c'est 0,75 10 moins 2. Ça veut dire 7,5 10 moins 3. La bonne réponse, c'est la réponse B. Enfin, on passe à cet exercice sur les piles. Donc là, on vous dit un parallélépipède, on vous donne sa surface, son épaisseur, et on va vous poser quelques questions. On vous donne la masse volumique du chrome, un farad, à quoi est égal en coulombe, et on va répondre question par question. Donc voilà la pièce parallélépipède. On va augmenter son volume d'une épaisseur E. Première question, la pièce métallique sert de l'électrode dans cette électrolyte doit être soit la cathode, l'anode de travail, de référence. Et bien sûr, là, puisqu'on va déposer un métal, on doit avoir la réaction suivante. Cr3 plus AQ plus 3 électrons, donc Cr3 solide. Donc, on va déposer le chrome solide. C'est une réduction qui dit réduction dit cathode. Donc, la réponse est la réponse A. Quelle est la masse déposée? Bien sûr, on vous dit là, on va calculer d'abord le volume déposé, qui est la surface fois l'épaisseur. Ça vaut donc 0,1 cm3. Là, ce n'est pas la peine de le transformer en mètre cube, parce que la masse volumique, elle est donnée en grammes par centimètre cube. Donc la masse, c'est ρ fois V. Vous avez ρ 7,2 fois 0,1, ça vous donne 0,72. Et donc la masse, c'est 0,72 grammes. Réponse B. Ensuite, calculer la quantité de matière. Donc là aussi, on connaît la masse, on connaît la masse molaire. Donc le nombre de moles, c'est 72 divisé par 52. C'est 1,2
4 mais 10 moins 2. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Quelle doit être l'intensité du courant pour que l'opération se fasse en 10 heures? Bon là, très facile aussi. La relation entre l'intensité du courant et le nombre de moles d'électrons échangés, c'est I égale à Q sur delta T. On sait que Q, c'est le nombre de moles d'électrons fois le farad. Là, il suffit de faire attention. Suivant l'équation de réduction, une mole de chrome fait intervenir 3 moles d'électrons. Donc, le nombre de moles d'électrons, c'est 3N. Et donc, on va remplacer I par 3 fois N fois 1,5 10 moins 2, divisé par le farad, 96 500, divisé par 10 heures, il faut le transformer en secondes. Voilà, toujours sans calculatrice. Donc, 14, 3, divisé par 36, c'est 12. 14 fois 965, 10 moins 4. Bon, 14 sur 12, c'est à peu près 1. Là, 6000, 1000 fois 10 moins 4, c'est à peu près 0,1. Et 0,1 ampère, voilà le plus proche de 0,1 ampère, c'est la réponse A, B, C. Donc voilà, pour le corriger, donc il y a des élèves qui demandent pour ce concours de cette école nationale de chimie, donc c'est à peu près les mêmes difficultés que le concours de la médecine ou que le concours de l'ENSA. Et sur la chaîne, vous avez énormément de concours corrigés. Voilà, je vous souhaite très très bonne préparation et à très bientôt.